Alors on va aborder un sujet que peut-être vous ne connaissez pas, enfin vous connaissez peut-être de nom comme ça, mais pas dans le détail. Donc on va rentrer un tout petit peu dans le détail d'un épisode. Vous allez voir qu'en fait c'est plutôt deux épisodes, mais enfin c'est principalement un épisode qui s'est déroulé au mois de juin 1940, donc au début de la guerre. Hier on parlait du Vercors, c'était plutôt à la fin de la guerre. Mais là, on va parler du début de la guerre. Et c'est effectivement, entre le mois de mai et juin 1940, des populations principalement françaises, mais pas que françaises aussi, des personnes belges, des personnes également qui viennent de pays périphériques, qui vont fuir de chez eux. De chez eux, ça veut dire de là où ils habitent, face à l'avancée des troupes allemandes, ennemis en quelque sorte, dans un contexte qui est la bataille de France, cette bataille que la France va perdre entre le mois de mai et le mois de juin. Il faut que je vous dise juste une chose pour que vous compreniez bien. En général, on dit la guerre de 1939-45, mais en fait, véritablement, la guerre au sens de la tragédie des civils, puisque c'est un des sujets qui nous rassemble ici, sur plutôt les civils qui souffrent de la guerre, eh bien, finalement, la guerre commence vraiment au mois de mai 1940, lorsque la bataille de France se met en place et que l'armée française, c'était pas prévu, c'était pas envisagé comme ça, s'est retrouvée en grande difficulté et finalement défaite, jusqu'au point où, et vous pourrez de temps en temps regarder cette carte, eh bien, le pays sera occupé par le nord, toute la partie en bleu, sera la partie occupée, et également aussi en rouge, pire encore en rouge, puisque ce sont une partie qui est la plus rouge annexée, et puis la rouge un peu moins, des parties qui sont considérées comme des zones de peuplement allemand. Donc la défaite est telle que le territoire est occupé à partir du mois de mai et juin 1940, donc dans le cadre de cette bataille de France. Alors juste ce qui s'est passé avant, on appelait ça la drôle de guerre. Pourquoi la drôle de guerre? Parce que c'est une guerre qui est déclarée en septembre 1939, mais qui finalement va mobiliser des troupes, mais qui ne se fera pas jusqu'au mois de juin. Et à ce moment-là, on a eu un temps d'attente, on ne savait pas trop comment ça allait basculer. Finalement, ça a basculé du mauvais côté. Mais pendant toute cette période de la drôle de guerre, la France, l'armée française, pensait pouvoir atteindre des objectifs de conflit qui ne seront pas atteints et qui vont marquer une France à l'agonie, on pourrait dire, une France en totale situation de détresse, on pourrait dire, et des civils en situation de détresse, au point de partir de chez eux et de partir d'endroits très importants et très peuplés, dont en particulier la ville de Paris, qui va se vider quasiment de ses habitants. C'est cette histoire que je vais vous raconter dans le temps qui m'est imparti, et donc n'hésitez pas après, évidemment, à poser des questions. Donc, ce qu'on appellera l'exode, on peut le considérer comme un mouvement migratoire, c'est-à-dire des gens qui partent d'un lieu. Évidemment, vous avez des possibilités de faire des comparaisons, même aujourd'hui. Comme vous l'a dit M. Brière, ces problématiques des années 1940 sont des problématiques qui se retrouvent aujourd'hui, heureusement pas ici en France ou à Monaco, mais plutôt dans d'autres espaces. On peut penser à l'Ukraine en particulier, c'est-à-dire des situations qui sont finalement assez modernes et qui pourraient se produire encore à l'avenir. Donc oui, on parle du passé, mais il faut être attentif au présent et au futur. Donc oui, un des mouvements de population les plus importants du XXe siècle, un incroyable flot de réfugiés, de migrants, on pourrait dire, d'une certaine façon, avec un mot qu'on emploie, c'est le mot exode, qui est une référence biblique, de la Bible, dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, il y a un mot qu'on a employé pour qualifier ces personnes qui sont partis de chez elles en 1940, donné par un historien qui s'appelle Jean-Pierre Azéma. On les appelle les exodiens, c'est-à-dire les personnes qui ont vécu et qui ont participé à cet exode. Et ces personnes qui ont quitté leur lieu sont des civils, principalement, mais aussi, donc je vous l'ai dit, des civils de nationalités différentes, des Français, beaucoup, mais aussi des Belges, des Luxembourgeois, des Néerlandais, parfois des soldats à la retraite. Et puis ces personnes qui quittent leur territoire, leurs maisons, sont de classes sociales différentes. Il y a des riches, il y a des pauvres. Ce sont aussi des classes d'âge différentes. Il y a des enfants très jeunes, il y a des personnes âgées. C'est un phénomène de masse, et je vous ai mis ici le chiffre qu'il faut retenir, 8 à 10 millions de personnes. Comprenez, c'est un mouvement d'une très grande ampleur, qui peut s'apparenter effectivement à l'exode des Ukrainiens aujourd'hui, par exemple. 8 à 10 millions de personnes sur les routes, comme je vous l'ai dit, français, mais aussi belges, néerlandais et luxembourgeois, en quelques semaines, entre le mois de mai et le mois de juin 1940, qui met en évidence une situation de chaos et une situation de détresse. Parce que ces jeunes
moins jeunes migrants, hein, partent dans le chaos. Ils ne savent pas, pour beaucoup, où est-ce qu'ils vont aller. Certains ont des possibilités plus bas, en descendant, mais d'autres n'en ont pas. Hein, et on peut tout de suite évoquer ce que c'est que la bataille de France. Vous voyez, cette carte le montre. Hein, l'armée allemande va progresser, hein, non pas tellement du côté de l'Est, hein, mais du côté du Nord, hein, la Belgique principalement, qui va se retrouver très vite asphyxiée. Et puis finalement, l'armée va descendre, hein, véritablement vers Paris, vers la capitale. C'est le but, hein, de ce mouvement, hein, qu'on appelle la bataille de France. Vous retenez les dates, du 10 mai au 25 mai 1940, un moment d'une grande violence militaire dans ce contexte-là, qu'on peut représenter de différentes manières sur les cartes. Hein. Voilà, par exemple, de manière un peu plus technique, hein, je passerai largement, cette percée de l'armée allemande qui supplante l'armée française. Hein. Donc voilà, plusieurs mises en scène de ces éléments militaires, hein, qui a été évoqué donc, dans cet ouvrage de Jean-Pierre Azéma, historien réputé, hein, qui a notamment évoqué, vous voyez, dès 1990, ce qu'on a appelé en 1940 l'année noire. On peut comprendre pourquoi quand vous allez écouter ce que j'ai à vous dire. Hein, une bataille de France qui finalement va provoquer pour les civils le début de la vraie guerre. Avant, la guerre, on en parlait, on ne la voyait pas, elle n'existait pas. Elle était déclarée, mais il n'y avait pas de conflit. À partir de mai-juin 40, ça devient d'une très forte et très dure réalité, extrêmement violente, hein, avec effectivement une dimension de fuite et donc d'exode qui commence principalement le 10 juin, à la fin de la bataille de France, qui donne la victoire de l'Allemagne, hein, d'une manière très massive, hein, avec un vent de panique, un désarroi, et peut-être ces images qu'on va retrouver d'une manière récurrente, qu'on avait déjà vues auparavant, hein, c'est-à-dire que derrière la fuite de ces Français et de ces quelques étrangers, ce sont des scènes de chaos. C'est un affolement généralisé, c'est une précipitation, les gens partent en laissant à peu près tout ce qu'ils ont derrière eux, parce qu'il y a la réalité du conflit, et il y a ce qu'on entend du conflit, les rumeurs, les propos, la peur. Et la peur, c'est effectivement de voir arriver l'armée allemande pour provoquer des violences et des exactions. Notamment, il y a une peur qui est très importante pour ceux qui ont vécu l'époque. Hein, M. Brière disait que nous n'avions pas eu cette douleur de vivre ce moment-là. Il y a une peur qui est dans toutes les consciences, c'est la peur du bombardement aérien en particulier. C'est une peur qui est d'ailleurs évoquée à travers les journaux, à travers la radio, à travers la manière dont on informe. On se souvient, en 1940, qu'il s'était produit quelques années plus tôt un violent bombardement, non pas en France, mais du côté de Guernica. Vous connaissez peut-être ce tableau de Pablo Picasso qui met en scène, effectivement, cette ville martyre qu'est Guernica et qui est ici sur la carte, tout à fait à gauche, dans le Pays Basque. Hein. C'était pas la Seconde Guerre mondiale, c'était la guerre d'Espagne, mais pour les civils, c'était la même peur du bombardement. Hein. Mais aussi, on avait eu Nankin, hein, en Chine, ou Varsovie, hein, dès le mois de septembre 1939. Donc, quelque part, il y avait déjà des expériences de bombardement, et c'est une peur que d'être bombardé d'une certaine manière. Donc, quelque part, c'est un élément important. Et puis, regardez, ces images ne datent pas de 1940. Ce sont des images anciennes qui se répètent. En fait, ces images, j'en ai montré quelques-unes, datent de 1914. Quelque part, on retrouve, en 1940, la situation qui avait existé pour les Belges, par exemple, en août 1914, à peu près dans une même situation, hein, où leur territoire était envahi par des troupes militaires allemandes. Et ce sont ces images qu'on va retrouver de manière récurrente. C'est d'ailleurs assez compliqué pour vous de distinguer 14 et 40, peut-être avec les moyens de transport. Hein. Évidemment, là, on voit plutôt des chevaux et des charrettes. Hein, mais effectivement, ce que l'on voit là, vous voyez, en 1914, on a ces images de gens qui sont perdus, qui sont en fuite. Et il y avait déjà donc une sorte d'exode qui est dans les mémoires. En 1940, on se souvient, c'est pas si vieux, 1914, hein, c'était 25 ans auparavant. Hein, c'est comme si nous, bon, vous n'étiez pas nés, mais on parlait de choses qui s'étaient passées au début de l'an 2000. Hein, et bien là, c'est un peu pareil, vous voyez, c'est fugitifs, vous voyez, pauvres gens dans cette carte postale qui évoque, la carte postale c'est un média, qui évoque les fugitifs traversant le nord de la France en 1914, venant se réfugier là où on veut bien les accueillir. Hein. Donc ces images de pauvres gens ont quelque part déjà une existence avec l'épisode de la Première Guerre mondiale, hein, sur lesquels je passe un peu rapidement. Et on a même des
traduction dans l'art, ce tableau d'un peintre belge qui s'appelle Eugène Lermans, en 1916, ne parle pas d'exodiens, mais il parle de déportés, des hommes, principalement ici, qui s'enfuient face aux violences de l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Donc on a des cartes postales, des images, on a aussi des tableaux de peinture qui mettent ça en scène. Donc une sorte de mémoire importante dans ce contexte-là. Le souvenir, on pourrait dire, qui suscite de la peur et qui va favoriser l'exode de 1940 dans ce cadre. Donc sentiment de terreur et mise en mouvement de population avec finalement des chiffres affolants. On a des villes qui se sont vidées de leur population. Par exemple, la ville de Lille, tout en haut, au nord. Vous voyez qu'elle est sous le feu rouge. Lille n'a plus que 20 000 habitants à la fin du mois de juin 1940, alors que c'était une ville au départ de 200 000 habitants. Vidée quasiment, complètement. Tourcoing, pas loin de Lille, 7 000 habitants restent en place sur 82 000 habitants. Et Paris, alors là, Paris c'est extraordinaire. Paris, extraordinaire dans le sens de l'horreur, il ne reste plus que 700 000 habitants dans Paris, alors qu'il y avait pratiquement 3 millions d'habitants. Vous imaginez la fuite des Parisiens dans ce cadre-là, des villes effectivement vidées de leur autorité. Mais avant d'évoquer l'exode de 1940, il faut dire une chose quand même. Je vais prendre quelques minutes pour en parler. Avant cet exode de 1940, il y a eu déjà des déplacements de population pendant la période qu'on appelle de la drôle de guerre, c'est-à-dire dès la déclaration de guerre. Pourquoi ? Eh bien, je vais essayer de l'expliquer. Et donc, je vais mettre sur 2 plans ces migrations. La première, des migrations organisées parce que la guerre est déclarée, c'est-à-dire entre septembre 1939 et le début de l'année 1940. Ça, c'est des migrations qui ont été prévues par l'État français, qui existe encore. C'est encore la République, c'est encore un État qui est en place, c'est encore une France qui tient debout. Et une deuxième migration qui, elle, est totalement désordonnée parce que l'État n'est plus là. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien qui manœuvre, il n'y a plus de plan, en quelque sorte. Et donc, je vais mettre ces 2 migrations consécutives liées à la guerre, successivement sur le devant de la scène, assez rapidement sur la première, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, avant la guerre, et même lorsque la guerre est déclarée, on prend des mesures de précaution, on va dire, importantes pour protéger les civils. Et je dirais que la première mesure de précaution, c'est ce que vous voyez sur cette carte, c'est la ligne qu'on appelait la ligne Maginot. La ligne Maginot a été construite principalement dans un cadre militaire. Vous en avez ici dans notre région des ouvrages des forts Maginot pas loin, à Sainte-Agnès, à Roquebrune, Cap-Martin, et puis un peu plus près de Nice aussi, qui sont des fortifications qui essaient de protéger la France face à qui ? Face à des ennemis potentiels qui vont venir. L'Allemagne et l'Italie, qui deviendra ennemi de la France pendant cette période. Et dans ce contexte-là, effectivement, il y a cette idée selon laquelle toutes les zones qui sont proches des frontières inquiétantes liées à la guerre sont des zones qu'il faut, par précaution, évacuer. C'est le mot qu'on emploie, c'est évacuer. Et donc, dès 1939, et dès que la guerre est déclarée, on prend tout un ensemble de mesures pour tenter de protéger les civils. Par exemple, dans les villes, on procède à des exercices qu'on appelle de défense passive. Ça veut dire quoi, défense passive ? Eh bien, tout simplement, on essaie d'organiser des exercices à blanc, on pourrait dire, qui sont des exercices où on essaie de réagir à des bombardements. Ou en particulier à, vous voyez, des masques ici, à des situations de gazage. Si on bombarde avec des bombes à gaz, eh bien, vous voyez, on fait des exercices de défense passive pour s'entraîner à éventuellement anticiper l'horreur. Par exemple, ici, c'est dans les rues de Paris, des secouristes revêtus de leur protection qui viennent secourir des, entre guillemets, victimes qui jouent le jeu ici pour se protéger éventuellement si la guerre devait venir, et ce sera effectivement le cas. Et donc, vous avez toute une, je dirais, toute une ambiance du masque. Non pas le masque qu'on a eu pendant la Covid, mais le masque à gaz. Et tous les Français, grands, petits, moyens, sont effectivement concernés par l'usage du masque à gaz, en particulier comme celui-ci, ici, où, vous voyez, des affiches qui donnent tout un ensemble d'instructions pour essayer d'expliquer comment on se sert d'un masque, pour envisager une éventuelle horreur qui pourrait apparaître, et comment finalement survivre, si jamais une attaque au gaz pourrait survenir. Ici, c'est une affiche qui est retenue, présentée au Musée de la Libération à Paris.
on prend aussi d'autres mesures de précaution. Je vais passer rapidement là-dessus, sur les œuvres d'art. Il n'y a pas que les civils qu'on essaie de sauver, on essaie de sauver les œuvres d'art, et on va, pendant cette drôle de guerre qui ne se fait pas, régulièrement déménager des œuvres, je pense notamment au musée du Louvre, ou dans les grands musées français, pour les mettre en protection, parce que si ces musées étaient bombardés, les œuvres disparaîtraient. Donc on est même attentif à déplacer des œuvres importantes. On protège ici donc Notre-Dame de Paris pour éventuellement éviter un bombardement. On sait que Notre-Dame a eu un violent incendie récemment. Ici, vous voyez, une œuvre qu'on évacue, la Victoire de Samothrace, qui est une œuvre du Louvre, qu'on évacue pour la mettre en lieu sûr en 1939. Donc c'est une évacuation de ce type-là. Et puis, lorsqu'il s'agit des civils, dès 1939, il y a ce plan d'évacuation de ces régions qui sont sur cette carte, qui sont évidemment exposées. C'est les régions de l'Alsace et de la Moselle. On pourrait dire, à juste titre, puisque vous le savez peut-être, l'Alsace et la Moselle ont été, en 1940, immédiatement annexées par le Reich. C'est-à-dire que ces régions deviennent allemandes en 1940. Donc on avait prévu d'évacuer les habitants qui le souhaitaient, et beaucoup qui ne le souhaitaient pas, en les incitant à partir de ces régions qui étaient les zones rouges du danger potentiel pour les civils. Le but étant de protéger les civils en cas d'occupation, mais aussi de laisser la possibilité aux troupes d'agir sur ces territoires qui se vidaient d'habitants et qui devenaient des sortes de no man's land en quelque sorte. Donc le rouge que vous voyez là, essentiellement du côté de Strasbourg, évidemment, territoires qui seront, on ne le sait pas encore, annexés par le Reich. Et donc on choisit de fabriquer un système de migration interne à la France. C'est-à-dire les gens ne partent pas à l'étranger, mais ils se déplacent d'une région de France, plutôt l'Est, vers d'autres régions de France qui vont être plutôt le centre ou l'Ouest. C'est ce qu'on appelle les évacuations de 1939 en particulier, avec la possibilité au départ d'essayer de choisir où les gens voudraient aller. Alors il y a notamment la Savoie qui est prévue au départ, mais finalement on va plutôt proposer d'aller pour ces personnes du côté de l'Ouest. Et de temps en temps, je vous montrerai un ou deux témoignages. Ici, c'est le témoignage de Fernand Cléty, Mon enfance dans l'Alsace annexée, qui a été évoqué en 1979. Il dit, le 1er septembre 1939, par une belle journée d'automne, un temps splendide, les paysans de mon village, il est en Alsace, travaillent au champ, rentrent le regain, c'est-à-dire la deuxième coupe du foin, pas un nuage à l'horizon, tout à coup le mot tombe, mobilisation générale, ou plutôt en alsacien, Mobilmachung. C'est là que tout a changé. On charge les 30 kilos de bagages autorisés, puis les matelas et un peu de ravitaillement, chocolat, biscuits, conserves. Vers la fin d'après-midi, les paysans attellent les chevaux aux charrettes. Tout le monde se rassemble sur la place du village, le cœur serré à l'idée d'abandonner le bétail, les chiens, les chats sont chez soi. Le signal du départ est alors donné et les gens s'en vont. Alors ils s'en vont dans d'autres régions plus loin du front, plus sûr en quelque sorte, et ça va donner effectivement une structuration très, très importante, très organisée. Regardez ici, alors on ne lit pas, mais simplement je vous laisse le titre. On organise les évacuations de Strasbourg pendant la guerre. Oui. Donc Strasbourg est évacué avec un programme très particulier en fonction de là où vous êtes, de qui vous êtes, de quels moyens de transport vous avez. Et globalement, ça donne la chose suivante, 500 000 Alsaciens, un demi-million, 300 000 Lorrains de Moselle, 140 000 de Franche-Comté, un peu plus bas, vont être transférés, évacués dans les régions qui sont essentiellement dans le centre de la France. Je vais en donner quelques exemples, mais vous avez aussi dans la région des gens qui viennent de notre région, notamment de Menton, qui vont pour partie moins nombreuses, effectivement, se retrouver réfugiés dans notre région française. Strasbourg, par exemple, la ville centrale, est évacuée le 2 septembre 1939, le lendemain de la guerre, avec les communes frontalières, et donc on organise cette évacuation, comme vous le voyez sur l'image. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, parce que c'est un peu compliqué, des communes autour de Strasbourg, 107 communes sont réfugiées en Dordogne, en Haute-Vienne, dans l'Indre, département du centre de la France, d'autres dans le Gers, en Haute-Garonne, dans les Landes, donc du côté Atlantique ou centre de la France, plus sûr dans ce contexte-là, avec une dimension massive, et ceux que l'on laisse sur place, alors vous voyez ici par exemple le plan d'évacuation, on vous donne les routes desquelles il faut partir de Strasbourg pour aller jusqu'au centre de la France, ça dure des jours, parfois même des semaines, donc c'est un plan échafaudé en septembre 1939, vous voyez, c'est ce mouvement, vous voyez, on part de ces régions de l'Est et on va se réfugier dans des régions du Sud-Ouest.
centre-sud-ouest. Ces villes se vident, et ces villes, ou en tout cas les régions, se remplissent. Il y a une sorte de transfert très important dans ce contexte-là, avec notamment cette dimension de fuite. Voilà la ville de Strasbourg livrée aux animaux domestiques un peu abandonnés, totalement vide en septembre 1939, à l'automne 1939. Donc cette notion de vide est très importante ici. Alors je ne vous fais pas lire ce détail, mais c'est tout un témoignage de Fernand Cléty qui raconte effectivement son déplacement et ses tourments qui sont liés à ce déplacement, parce que le voyage est long, il est fatigant, c'est souvent des dizaines d'heures de voyage. Il faut de l'attente, les trains sont bondés, on est parfois dans des wagons à bestiaux, et on laisse dans les territoires ce qu'on appelle les maintenus. Quelques personnes, quelques dizaines, quelques milliers de personnes, effectivement, qui sont chargées de la sauvegarde du territoire. Alors, ces hommes, et parfois ces femmes, qui ne partent pas, sont des militaires, souvent des militaires, des pompiers, quelques civils, notamment des paysans, et ils donnent une image qui s'appelle, voilà les départs aussi, et les régions d'arrivée, comme ici à Angoulême, qui sera notamment une ville d'accueil. Voilà, ici, comment est-ce que les personnes qui sont déplacées sont aidées, sont accueillies, un comité international d'entraide aux enfants de France, donc une solidarité française se met en place. Voilà comment ces Alsaciens arrivent en Charente, dans des wagons à bestiaux, pour être accueillis par les Charentais, qui les accueillent, parfois avec bienveillance, parfois avec plus de réticence, mais en tout cas c'est une situation qui va dans ce cadre-là. Et voilà l'image qu'on donne de ceux qui restent, on les appelle les soldats laboureurs. C'est-à-dire, ceux qui restent vont s'occuper des campagnes, vont s'occuper de ce que les paysans ont abandonné pour essayer de maintenir une activité rurale, notamment dans ces régions d'Alsace. Et ça pose une question, c'est le contact donc de ces Alsaciens-Lorrains avec d'autres Français d'autres régions. Une sorte de solidarité souvent mise en avant, mais aussi parfois des incompréhensions, parce que des mentalités différentes, des modes de vie différents, des pratiques religieuses différentes, pratiquent pas la même religion, ou en tout cas les mêmes pratiques religieuses ne sont pas tout à fait marquées entre l'Alsace et, par exemple, Angoulême ou le centre de la France, des dialectes parfois différents. Donc il y a une sorte d'apprentissage de l'altérité à l'intérieur du pays, et de temps en temps ça peut aboutir à des frictions, mais en tout cas ça met en avant cette nécessité en temps de guerre d'une solidarité nationale. Donc on peut parler effectivement de cette première vague organisée de évacuation. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil de parler d'évacuation que de parler d'exode. Organisation, structuration, région de France qui accueille, tout va changer, et ça c'était en période de guerre où la France était debout, mais tout va changer à partir de mai-juin 40, et là c'est le deuxième type de migration plus important que je voudrais vous proposer, mais je voulais ne pas laisser de côté cette dimension première, on pourrait dire. Donc à ces évacuations, à ces premières migrations organisées, s'ajoute ce qu'on va appeler donc l'exode du mois de mai-juin et fin juin 1940. Alors, une chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a des gens qui partent en mai-juin et qui parfois reviennent dès le mois de juillet chez eux. Je vais expliquer pourquoi. Donc c'est une migration qui est parfois très provisoire. C'est pas tellement la durée qui va compter, c'est plutôt le moment de partir. Certains retournent, vous allez voir pourquoi, dès juillet ou août 1940. D'ailleurs, les retours seront incités par les autorités du gouvernement de Vichy en particulier, qui incitent les Français à revenir chez eux à partir de l'été 1940. Donc, ce moment que je voudrais évoquer, et vous allez comprendre pourquoi je vous présente cette photo derrière moi, se produit entre le 10 juin et le 22-23 juin 1940. Donc c'est très précis, c'est sur une quinzaine de jours, scène de chaos, scène de désorganisation, pays à la dérive, un gouvernement qui n'est plus en place, les Allemands qui sont à 30 km de Paris, et l'armistice qui finalement est signé le 22 juin 1940. Quand je dis l'armistice, c'est un traité de paix entre l'Allemagne qui domine la France et la France qui se soumet à l'Allemagne. L'exode se déroule juste avant, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, quand l'armistice est signé, il va y avoir une sorte de normalisation par, je dirais, la défaite, mais qui va effectivement engendrer une nouvelle situation. L'armistice, c'est l'arrivée au pouvoir dans cette France qui sera la France dite libre envers du maréchal Pétain, avec comme gouvernement et capitale, si on peut dire, Vichy. Ça, c'est une première conséquence de cet armistice, c'est-à-dire une France qui existe que par cette situation verte ici,
mais qui est complètement soumise au reste, c'est-à-dire à l'occupation de Paris par l'Allemagne. C'est ça que va mettre en place l'armistice le 22 juin 1940. C'est une situation qui va, malheureusement, on va dire, se stabiliser pendant quelques années, jusqu'en 1944. Et cette situation, elle est une situation qui va répondre, en fait, à cette situation d'exode qui s'était produite juste avant l'armistice. Et justement, qu'est-ce que provoque l'armistice? Ce sont ces images extraordinairement dures, extraordinairement violentes, du fait que, justement, le 22 juin 1940, l'appel du général de Gaulle a déjà eu lieu, c'était le 18 juin, le maréchal Pétain a déjà été pressenti et concerné pour être le chef du gouvernement soumis à l'Allemagne, donc à Vichy. Le 22 juin, c'est aussi le moment où les gens qui ont quitté les grandes villes ne sont plus là, et notamment Paris. Et c'est pour ça que le 23 juin, juste après cet armistice, voilà ce qui se passe. Dans un Paris vide. Tout à l'heure, je vous ai montré Strasbourg. Le 23 juin, entre 6h du matin et 8h30 du matin, vous avez ces images photographiées de tous les dignitaires allemands qui accompagnent Adolf Hitler, ici, qui vont symboliquement, au petit matin, pour qu'il y ait encore moins de monde, prendre possession d'une capitale totalement vidée de ses habitants. Et donc, ce sont ces images qui ont été tournées par la propagande allemande, qui montrent un Paris complètement vide, avec ses monuments isolés, on pourrait dire. La ville est déserte, et Hitler et les dignitaires allemands font le tour des grands monuments pour prendre possession de ces grands monuments de manière symbolique. Ici, c'est au Trocadéro, devant la Tour Eiffel, mais il va passer devant l'Opéra, devant la Concorde, la place de la Concorde, devant l'Arc de Triomphe, évidemment, devant les Invalides, devant le Panthéon, devant Notre-Dame de Paris, devant le musée du Louvre, et au Trocadéro, qu'on voit ici, dans un Paris complètement vidé de ses habitants, et ces images sont assez fortes, les voilà, au petit matin, les Allemands qui prennent possession de ce qui est le fleuron de la France, c'est-à-dire Paris et ses monuments historiques. Voilà, vous voyez cette image des dignitaires allemands qui parcourent la ville totalement vidée. Quelques personnes qui traînent, mais qui sont effectivement totalement isolées. Voilà, ici ils montent sur l'Arc de Triomphe, par exemple, et la ville s'offre à eux, elle est vidée. C'est une image terrible, parce que, effectivement, Paris, qui est une ville grouillante, qui est une ville extrêmement active, est là totalement à plat, on pourrait dire. Et les Allemands s'égayent sur les hauteurs, là c'est sur le haut de l'Arc de Triomphe, et prennent des photos, regardent, sont effectivement en pleine activité. Et très rapidement dans la matinée, quand Hitler est reparti en Allemagne, de ce 23 juin 1940, immédiatement on modifie la signalétique. Et on donne des indications en allemand, donc c'est la prise de possession de la ville vidée de ses civils dans ce contexte. Et ici, on va évoquer effectivement comment cette fuite s'est organisée avant qu'on en vienne à cette désertion de la ville. Donc, le premier mouvement de départ sera consécutif à un bombardement le 3 juin 1940, qui va provoquer une première vague d'exode, notamment... il y a le bombardement sur Paris, et puis en même temps, il va y avoir le gouvernement qui quitte Paris. Donc le fait que les autorités quittent Paris, ça crée une panique absolument invraisemblable. Donc les maires des villes sont partis, les curés des paroisses s'en vont, les médecins disparaissent, les gendarmes ne sont plus là, donc il n'y a plus d'autorité, c'est le chaos. Donc un sentiment d'abandon dans la population, un sentiment d'urgence, des repères qui disparaissent, le danger des bombardements, les premiers à partir... On l'imagine, ce sont les classes aisées qui partent en voiture. Elles ont les moyens de le faire. Ensuite, les employés, les ouvriers restent dans l'attente d'une annonce de leur patron pour savoir s'ils ont à agir, à réagir. Mais bientôt, ils n'attendront plus, ils n'attendront pas un ordre du patron pour dire on arrête les machines. Ils prennent la route et s'en vont à pied, à vélo, en charrette. Et la fuite crée sa propre dynamique de contagion. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, une dynamique de fuite, parce que certains s'en vont, les autres vont partir, et ça crée une sorte d'effet de meute, d'effet de foule, en quelque sorte, dans ce cadre-là. Et donc, entre le 3 juin où les gens commencent à partir et le 10-14 juin, 2 millions de Parisiens sont déjà partis sur les routes. La ville est donc en voie de désertion. Alors ceux qui ne partent pas, il en reste quasiment 800 000, 700 000. C'est parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont malades, ils sont impotents, ils ont des difficultés où ils n'ont pas
les moyens de partir. D'autres ne veulent pas, parce qu'ils ne cèdent pas à la panique, ou ils vont peut-être parfois avoir une action plus pragmatique par rapport à cette situation. Mais le gros mouvement, effectivement, vous voyez, ce sont ces flèches en violet en particulier, c'est effectivement de fuir Paris pour se réfugier là où s'étaient évacués les Alsaciens auparavant, donc dans des villes qui sont plutôt dans cette partie de la France vers le centre et ensuite vers le sud, principalement. Mais effectivement, quand vous regardez cette flèche, vous voyez qu'il y a aussi des gens qui vont quitter Paris pour se réfugier au sud, alors qu'il y a des gens qui arrivent de Belgique et qui arrivent à Paris. Donc il y a comme ça une sorte de push and pull, on pourrait dire, qui va amener à finalement une sorte de volonté de descendre vers le sud. Un type de migration qui descend vers le sud d'une manière assez récurrente dans ce cadre-là. Et les exodiens, comme on les appelle, vous voyez ici par exemple, on vous donne quelques informations qui sont finalement beaucoup moins organisées que pour les évacuations de Strasbourg, quelques itinéraires de déplacement pour permettre de quitter la capitale, parce que beaucoup de ces exodiens sont livrés à eux-mêmes, autant les Parisiens que les autres. Ils prennent en charge leur propre survie, en quelque sorte, parce que les journaux ne paraissent pas et les informations manquent. Alors, qu'est-ce qu'on emporte quand on quitte comme ça sa maison, son terrain, sa ferme, sa vie? Alors, on a ces images, effectivement, d'affaires empilées sur les voitures, sur les vélos, qui s'amplifient, sur des brouettes, des poussettes, effectivement. Autre image qu'on voit régulièrement dans ce mois de juin 1940, c'est les gares qui sont prises d'assaut, comme on le voit ici. Autre image, ici, vous voyez, nous sommes à Paris, on part, vous voyez, on prend d'assaut les trains, on prend d'assaut les transports en commun. Voilà une voiture qui est ici chargée de tout ce qu'on peut emporter. Sur la traction avant, on y met même des ballots sur le devant. On parle d'ici, vous voyez, du dernier départ des Parisiens place de Rome, le 12-13 juin 1940, à gauche. Et puis ici, ce sont les habitants qui quittent Paris, avec des photographies d'un reporter américain qui s'appelle Carl Middens, qui a été voir dans les différentes gares comment est-ce qu'on s'entassait dans les trains pour fuir. Il y a des embouteillages, effectivement, beaucoup de voitures en panne qui tombent dans les fossés, on arrête les voitures, on continue à pied. Manque de provisions, une fatigue qui s'accroît. Et derrière tout ça, la peur des mitraillages allemands sur ces colonnes de personnes qui fuient. Dans ce contexte, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a ce paradoxe de Parisiens qui fuient Paris, mais qui fait que la ville voit arriver des réfugiés qui viennent d'une certaine manière contredire, on pourrait dire, ces départs de Parisiens, mais bientôt ces réfugiés partiront eux-mêmes de Paris à cette occasion. On parle de flots monstrueux. Beaucoup ont pour ambition de franchir la Loire, en particulier, ici, sur cette carte. Franchir la Loire, c'est un des objectifs principaux, et se retrouver dans ce qui n'est pas encore la zone libre, mais qui va bientôt le devenir. Et donc voilà ces images, un petit peu, c'est ça qu'on voit. Tout ce que je vous ai décrit, c'est ce type d'image. Il y en a des centaines, des milliers, qui ont été prises par des journalistes, parfois par des reporters, parfois par des gens qui ont des appareils photo. C'est pas si fréquent en 1940. Voilà ces images qui montrent, vous voyez, la diversité des moyens de transport. Un vélo sur lesquels on a mis des effets, une brouette, une poussette, une moto qui ici vraisemblablement a été abandonnée. Donc des colonnes de personnes qui partent avec ces quelques effets personnels, qui, vous voyez ici une poussette qui met en scène le fait qu'il faut transporter un bébé si c'est le cas, ou ces vélos qui mettent en scène la dimension très forte de cet exode. Vous voyez, ce André Maurice, professeur de littérature française à Harvard, dit « Dans cette masse, personne ne retrouvait personne, personne ne savait où on allait et voilà tout. » Vers le sud, loin des autres, on fuyait les horreurs, réelles ou attendues, important, réelles ou attendues. On allait dans toutes les directions, des gens lancés sur une route en croisant qui roulaient dans l'autre sens, soldats et civils, soldats sans chef, chefs sans soldats, mères qui avaient perdu leurs enfants, enfants égarés, on va y venir, qui pleuraient seuls au bord des routes, à 4 jours de distance de leur maison bombardée. Vieux couples qui s'en allaient à pied, traînant des valises de carton entourées de ficelles. Et puis Jean Moulin, qui est l'un des préfets très importants d'avant-guerre, et puis finalement un chef important de la résistance qui va mourir tragiquement. Il y a 100 000 autres cas plus tristes, des enfants perdus, des femmes à la recherche de leur mari, un fils, une fille qui devait rejoindre une mère et qu'on attend vainement. Beaucoup de drames s'inscrivent en graffiti naïf sur les murs. Nous sommes partis, rendez-vous à Orléans, ou avons perdu Robert, alors à Poitiers
et bien d'autres. Vous voyez cette situation d'urgence qui est ici traduite par ces deux bouts de texte que je vous ai présentés. Alors, multiplication des habitants dans certaines villes. Je prends le cas de Cahors, par exemple, qui est une ville effectivement moyenne. 13 000 habitants en 1940, 90 000 habitants après l'Exode. Bordeaux, 300 000 habitants en 1940, 800 000 habitants après l'Exode. Périgueux, non loin, 73 000 habitants en 1940, 150 000 habitants au mois de juin 40 après l'Exode. Alors, effectivement, vous avez compris dans ce texte, je passe ici pour ne pas être trop long, journal d'un replié qui raconte, il y a un sujet qui se pose beaucoup pour parler des civils, c'est les enfants. Pourquoi les enfants perdus en particulier? C'est un des drames particuliers de cette situation de l'Exode. Des enfants, ils sont beaucoup à participer à l'Exode, de manière très massive. Beaucoup d'enfants. Et donc, si on devait accompagner l'Exode au niveau sonore, on entendrait beaucoup les pleurs et les cris d'enfants. Ce serait ça qui serait un des éléments sonores, à côté peut-être des moteurs de voitures et de motocyclettes. C'est surtout les cris d'enfants qui sont importants. Ils sont un peu comme des enfants perdus au milieu d'adultes eux-mêmes désemparés. Et dans le naufrage du pays, les familles sont souvent séparées. Séparées pourquoi? Séparées après une bousculade. Quand on part massivement, à un moment donné, on perd un de ses enfants qui n'est plus là, on ne sait plus où il est. Séparé parce qu'il y a un mitraillage, il faut se cacher, donc on s'évacue, on s'égaie, on va se cacher, on ne retrouve pas celui qui s'est caché. Est-il disparu? Où est-il? Et donc, aussi parce que les enfants sont parfois, par les parents, contraints d'être placés, d'être confiés à quelqu'un de la famille, dans des hôpitaux, à des organisations d'entraide, et parfois même à des inconnus. On tape à une porte, on dit, voilà, est-ce que vous pouvez prendre mon enfant? On ne connaît pas. Et la personne dira oui, dira non. Certains enfants meurent pendant l'Exode. Ils sont d'ailleurs enterrés souvent, ce qu'on appelle à la diable, c'est-à-dire rapidement, malheureusement, sans être même identifiés. Ça arrive, des drames comme ça. Et donc, cet effondrement physique et moral, collectif, individuel, à cette dimension-là s'ajoutent les enfants perdus, qui vont être un élément important, je dirais, de la question sociale liée à l'Exode. Il arrive qu'on retrouve sur ces routes de Paris vers la province des enfants qui errent tout seuls sur une route, sur un sentier, derrière le long des voies de chemin de fer, sans papier. On ne sait pas qui ils sont et on a du mal parfois à les identifier. Ils ont 3 ans, 4 ans. Alors, ce que va faire justement... alors, on voit ces images ici qui mettent en scène ces situations. Voilà les enfants très présents, comme je vous disais. Les animaux domestiques aussi, qui viennent accomplir ces dimensions-là. Voilà, ces scènes qui mettent bien souvent des personnes qui suivent les voies routières ou ferrées. Et puis parfois, vous voyez, dans des voies plus importantes, des automobiles. Alors, vous voyez le chaos, c'est des embouteillages sans fin de ceux qui ont une voiture et qui participent à cet exode dans des voitures bondées et parfois qui tombent en panne sur le bas-côté, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, ces quelques images qui montrent un contraste aussi entre l'automobile et puis les moyens plus anciens, type Première Guerre mondiale, qu'on va mettre en avant dans ce cadre-là. Et des enfants qui poussent, qui marchent, qui s'épuisent. Et effectivement, un préfet, comme Jean Moulin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est encore préfet en 1940, il va quitter ses fonctions avec l'arrivée des Allemands et le gouvernement de Vichy, mais tant qu'il est préfet, il est préfet de l'Eure-et-Loire, à Chartres en particulier, entre 1939 et 1940, il fait placarder cette affiche pour essayer de calmer les gens qui partent en disant « Pourquoi partez-vous » Essayez de réfléchir au lieu où vous allez aller, parce qu'il y a parfois la panique, et cette panique, elle n'est peut-être pas forcément justifiée. Donc Jean Moulin demande à ce qu'on soit lucide sur cet exode. Regardez, vos fils résistent victorieusement à la rue allemande, il croit encore lui. Possible ressort, sursaut de la France. Soyez digne en restant calme. L'exode, c'est pas rester calme, c'est être dans l'émotion. Aucun ordre d'évacuation département n'a été donné parce que rien ne le justifie, dit Jean Moulin. N'écoutez pas les panicards, les entrepreneurs de panique, qui seront d'ailleurs châtiés. Déjà, des sanctions ont été prises, d'autres suivront. Alors évidemment, c'est un mot qui restera lettre morte, puisque la France va être occupée. Il faut que chacun soit à son poste et que la vie économique continue. Les élus et les fonctionnaires se doivent de donner l'exemple. Aucune défaillance ne saurait être tolérée. Je connais les qualités de sagesse et de patriotisme des populations de ce département. Donc l'idée, c'est qu'il veut éviter que les habitants de Chartres et du département ne partent pour rajouter des problèmes à cet exode qui est déjà trop
trop dur, mais sa voix n'est pas entendue. Pas du tout entendue. Donc, on va évoquer ça. Je passe ici, ce serait trop long. Voilà ces enfants qui dorment au bord des arbres, au bord des routes, recueillis parfois par l'assistance publique, en tout cas ce qu'il en reste, effectivement. Et vous voyez ces enfants qu'on a perdus et que l'on va essayer d'identifier. Fiche de renseignement photographique d'un enfant recueilli dans le Puy-de-Dôme le 30 octobre 1940. On prend une photo de l'enfant, on fait une fiche, et on dit « Le petit Serge, âgé de 1 an, est perdu dans un convoi d'évacués de l'hôpital d'Épernay. Une étiquette a permis de connaître son nom. 3 mois après l'exode, l'enfant n'a pas encore retrouvé sa famille. La famille ne l'a pas demandé. » Alors on ne sait pas pourquoi elle n'a pas demandé. Il y a tout un ensemble de critères qui sont importants à sans doute prendre en compte, mais on est dans cette situation essentielle ici. Et puis, ces avis de recherche qui sont publiés dans la presse, ici c'est le journal féminin Pour Elle, qui donne, vous voyez, des photographies d'enfants qui n'ont plus de famille, qui ne savent pas où est leur famille. Donc on donne un petit pédigré d'enfants pour raconter ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils ont été recueillis, pour qu'on puisse donner des nouvelles et éventuellement qu'ils retrouvent toute ou partie de leur famille dans ce contexte-là. Ça c'est aux archives de Lyon. Et alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure dans 2 secondes, cette situation va se démêler, si on peut dire, lorsque, comme je vous l'ai dit, cette angoisse qui était celle de l'incertitude, de la manière dont la situation allait évoluer, va se résoudre par le pire, mais va se résoudre quand même. C'est-à-dire l'instauration de l'occupation de Paris et du nord de la France, nord-ouest, et l'instauration du gouvernement de Vichy. Une fois que cette dimension a été prise et stabilisée, c'est-à-dire au mois de juillet 1940, et que s'est instauré le gouvernement de Vichy qui prend place dans un hôtel à Vichy, le gouvernement est dans un hôtel à Vichy, eh bien, ce gouvernement va prendre des mesures pour essayer de ramener les évacués, de ramener les exodiens, de ramener ceux qui sont partis en leur disant « Revenez chez vous, la situation n'est plus inquiétante ». Bien sûr qu'elle est plus inquiétante puisque les Allemands occupent la France et que Vichy est en place. Donc la stratégie de Vichy, c'est de considérer cette dimension-là et des circulaires, je pense, alors cette fois-ci on est dans le gouvernement de Vichy, vont être signées par le secrétaire d'État du gouvernement de Vichy à la famille et à la santé pour essayer de rapatrier, c'est le cas de le dire, au bout, vous voyez, de quelques semaines, ces exodiens vers leur maison, leur appartement, ou leur ferme d'origine, donc une circulaire de septembre 1940 du gouvernement de Vichy, et une autre du mois d'octobre qui parle du regroupement des familles. Voilà ce que dit cette circulaire. De nombreux enfants séparés de leur famille au cours du mois de mai et juin 1940 n'ont pu être rendus à leurs parents. Et Vichy s'en inquiète. Ces familles sont sans nouvelles d'eux. Préoccupées de faciliter le regroupement des familles, il faut aider les familles à retrouver les enfants mineurs. Et c'est une mission que Vichy donne à la Croix-Rouge, cette organisation qui va soutenir beaucoup de malheurs et de malaises physiques et psychologiques. Eh bien, la Croix-Rouge va recueillir les enfants perdus et essayer de les placer en attente qu'ils retrouvent leur famille et, à défaut, dans des orphelinats qui vont se mettre en place. Et donc, cette situation, elle va finalement se démêler assez rapidement dans ce cadre. Et même, vous voyez, l'autorité allemande va, par propagande, considérer que c'est elle qui va recueillir les enfants. Vous voyez, cette propagande, elle est très forte ici. Population abandonnée, faites confiance au soldat allemand qui, lui, va sauver les enfants. Vous voyez, cette propagande, elle est très forte. Et cette affiche, il faut la prendre pour une affiche de propagande dans ce contexte très important. Je reviendrai là-dessus après. Alors, pour en finir sur l'exode, où s'arrêter quand on a fui Paris dans ce contexte, ou quand on a fui ces villes dont je vous ai parlé. Les réfugiés vont traverser des villages, ils vont traverser des grandes villes, ils n'ont pas d'informations, les rumeurs sont importantes. Ceux qui pensaient rejoindre leur famille en province, dans certains cas, ils ont un but, eh bien parfois ils renoncent, trop de difficultés, trop loin, trop dur pour y aller. Et donc l'idée au départ, elle est simple, c'est de partir le plus loin possible, au sud de la France, jusqu'à peut-être retrouver la Méditerranée, dans ce contexte. Mais en fait, les ambitions sont très variables en fonction de personnes qui peuvent partir avec un objectif précis, retrouver un oncle, une tante, un voisin, un cousin, ou des gens qui partent sans aucune possibilité de trouver une piste possible ou un objectif possible dans ce cadre-là. Et donc, il y a effectivement une dimension qui va amener cet exode à être une sorte de fuite en avant. Et puis, donc avec Vichy, il s'agira de revenir de cet exode, qui sera le cas de pratiquement
pas tous, mais une grande partie de ceux qui ont quitté la ville de Paris. Hein. Lorsque les hostilités ont cessé, lorsque l'armistice est signé, je vous l'ai dit, on procède à ce retour vers les villes d'origine. Mais les gens qui ont fui se posent la question, faut-il rentrer? On n'a pas beaucoup de garanties, on ne sait pas trop. C'est un nouvel état, c'est une nouvelle situation qui se propose à vous. Alors, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a cette question du reflux, c'est-à-dire qu'on a quitté, et cette fois-ci, il y aura à revenir. Et ce qui est à revenir, c'est que les gens qui vont revenir, d'une certaine manière, ne retrouveront pas le Paris qu'ils avaient quitté quelques jours, quelques semaines auparavant. Paris n'est plus Paris, vous avez vu tout à l'heure, les indications signalétiques ont changé, elles sont en allemand. Il y a des drapeaux nazis partout, tout a changé. Et revenir chez soi, c'est plus tout à fait revenir chez soi. C'est revenir dans une ville qui est devenue presque, j'exagère, mais quand même assez étrangère. Paris n'est plus Paris. Il y avait une chanson de Maurice Chevalier qui s'appelait « Paris sera toujours Paris ». Ben là, c'était plus du tout le cas. Et dans ce contexte-là, il va y avoir une politique de la part du gouvernement de Vichy et des Allemands de retour, pour que la situation se normalise, des habitants, des civils, dans leur situation d'origine d'avant le mois de juin 1940. Et on va mettre en place, effectivement, une politique d'accompagnement de ces retours sous l'autorité du gouvernement de Vichy, avec un plan on appellera ça un plan de rapatriement. Les gens qui sont cachés, qui sont dans des immeubles, ou dans des baraques, ou dans des tentes, un peu partout disséminées en France, on les invite à revenir chez eux. Et les Allemands fixent une date limite de rapatriement, sans laquelle, si on ne respecte pas cette date, on ne pourra plus revenir, parce qu'effectivement, il y a une frontière qui s'est établie entre ceux qui ont quitté la zone dite occupée, qui sont ici dans ces régions, et qui vont être amenés à participer au plan de rapatriement pour rentrer. Par exemple, un Parisien qui est à Figeac, par exemple, ou dans les Pyrénées, il a jusqu'au 30 septembre pour pouvoir passer la frontière, si on peut dire la ligne de démarcation, pour retrouver Paris. Au-delà de cette date, plus possible de retourner chez soi, il y aura des contrôles drastiques, c'est ce que dit le gouvernement de Vichy, c'est ce que disent les Allemands dans ce contexte-là. On laissera un peu plus de temps, mais effectivement, il va y avoir un moment de retour, et finalement, à l'automne 1940, la plupart de ceux qui étaient partis sont revenus, finalement. Et l'exode est une situation qui s'est terminée dans une courte période. Donc il y a une intensité folle qui s'est terminée par ces rapatriements, et beaucoup se sont résignés, il faut bien le dire, à accepter de revenir chez eux, sous une nouvelle situation de double autorité, gouvernement de Vichy, et puis du côté de la zone occupée, Paris. D'ailleurs, le régime de Vichy les stigmatise un peu, il les appelle les fuyards. Les exodiens sont devenus des fuyards et sont un peu mal vus par le gouvernement de Vichy. Évidemment, c'est une courte période qui a duré quelques semaines, quelques mois, mais c'est un énorme traumatisme. Ça, c'est très important de le dire, parce que des personnes ont été humiliées, ont vécu une sorte de fragilité qui restera durablement dans les mémoires de toute une génération, et puis des enfants également. Il y a une sorte des certitudes qui pouvaient exister dans l'esprit de certains Français volent complètement en éclats avec cette situation, et l'exode a marqué les consciences véritablement. Un exode qui, justement, a mis en avant des consciences qui ont été touchées, marquées en particulier, et dont on peut montrer ici une traduction à travers un type d'archive. Vous voyez, quand on est historien, on peut travailler sur des documents. Ici, moi, j'ai retrouvé des dessins d'élèves qui avaient à peu près votre âge en 1940, qui étaient en cours au moment, justement, de l'exode. Et en fait, c'est des enfants qui sont ensuite revenus et qui participent donc à des classes de seconde ou de première au printemps 41, c'est-à-dire après l'exode. Et donc, un de leurs enseignants, qui s'appelle Adrienne Jouclard, qui est enseignante de dessin dans les écoles de la rue Patay à Paris, de la rue Charenton, elle demande en 1941 à ses élèves, en cours complémentaire, de représenter l'exode que ces enfants ont vécu, c'est-à-dire beaucoup des enfants, et de leur donner une représentation. Et donc on a, par exemple ici, une élève qui a proposé un dessin de la foule rassemblée gare de Lyon avant de partir. Ce dont elle se souvient, il y a la qualité du dessin d'une élève, mais il y a aussi cette mise en scène après quelques mois de la foule. Donc Adrienne Jouclard a été surprise de voir ces dessins aussi intenses. Ou ici, vous voyez, une autre élève, toujours une élève de Madame Jouclard, qui s'appelle Régine Laurençon. Elle parle de l'exode du 13 juin 40 sur les routes de Fontainebleau, et elle a fait ça au printemps 41.
Des gens, surtout des femmes, paraissaient endeuillés. Ils marchaient droit devant eux, certains pleurent, on porte des valises, on pousse des landaux chargés dans la cage de canaries par-dessus. Seuls les enfants avec leurs jouets et leurs masques à gaz semblent échapper à la tristesse ambiante. Hein, vous voyez, ces dessins sont des dessins d'élèves, mais des dessins d'une grande valeur, on pourrait dire historique. Hein. Même chose ici, hein, où une autre élève, Mademoiselle Bureau, hein, parle du 15 juin dans la Creuse, hein, où elle présente ici les bombardements. Il y avait des avions qui passaient, les gens étaient obligés de se coucher dans les fossés et de se cacher dans les bois. Un petit garçon qui avait vu sa mère tuée était accouru pour savoir ce qu'elle avait et s'était fait tuer en se penchant sur elle. Donc il raconte ça dans un dessin quelques mois plus tard. Dessin d'enfant. Vous voyez la tragédie que représente cet exode à travers les horreurs qui ont été vécues à cette occasion. Un dernier exemple, hein, une autre élève qui s'appelle Simone Desmet, qui parle ici du 15 juin 40. Hein, elle fait ce dessin dans la même consigne de l'enseignante l'année d'après. Hein. La scène représente un flot de réfugiés qui avance au premier plan alors que l'on discerne des chars. Au loin, des avions survolent une ville en flammes. Ces dessins sont d'une étonnante richesse, hein, une autre, hein, qui montre des réfugiés surchargés avec des bagages, hein, qui mettent en évidence, hein, effectivement, cette capacité à présenter une France qui, effectivement, est en pleine difficulté. Hein, donc cette ligne de démarcation qui est ici représentée, qui est une violence, hein, vous voyez, c'est une défense, c'est une ligne qui est une véritable frontière, et qui n'arrête pas à l'appel sera fusillé. Hein, donc c'est effectivement, pour quelqu'un qui la traverse, quelque chose d'une très grande dangerosité dans ce contexte-là, hein, mettant en scène effectivement des contrôles qui sont instaurés. Hein, et là on voit des retours d'exode, hein, c'est-à-dire ces gens qui reviennent par la politique du gouvernement de Vichy, qui sont contrôlés pour savoir si effectivement ils sont en mesure de pouvoir entrer, parce qu'évidemment, selon le gouvernement de Vichy, il y a des personnes qui ne sont pas habilités à revenir après l'exode. Hein. Ce sont bien évidemment les communistes qui sont considérés comme des dangers, donc les communistes sont interdits de retour, donc ils doivent vivre comme des réfugiés, mais aussi les francs-maçons, mais aussi les Alsaciens-Lorrains. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ces Alsaciens-Lorrains pourraient être dangereux pour l'ordre allemand qui s'est instauré sur place, mais aussi bien sûr des militaires et des troupes coloniales. Toutes ces catégories de réfugiés n'ont pas le droit de revenir du côté de la zone occupée parce qu'ils sont considérés comme des indésirables et des dangereux. Donc on ne laisse revenir que des civils qui n'ont pas, a priori, d'engagement politique dans ce cadre-là. Hein. Et donc il y a une véritable situation de mise en scène qui est importante ici à travers la dimension très forte. Vous voyez ici dans ce journal, hein, on parle ici de 1 640 000 réfugiés ont été rapatriés entre le 20 juillet et le 25 août. Les gens qui sont partis reviennent, rapatriés. On en parle ici dans ce journal qui est évidemment sous la domination désormais de l'Allemagne et de Vichy. Hein. Consigne du retour, hein, indiquée dans la presse. Vous voyez, alors cette fois-ci on remonte. Hein. Et donc pour se rendre en zone occupée, c'est là où on habite, dans certains cas, eh bien, on vous donne les itinéraires, les points routiers. Hein. Pour les réfugiés à destination de Bretagne et de Normandie, il faut passer par Chauvigny dans la Vienne. Pour les réfugiés à destination de Normandie, région parisienne, par Villefranche-sur-Cher, etc., etc., vous avez tout un ensemble de directions qui vous sont données pour revenir hein, dans la zone occupée. Vous voyez, zone non occupée, hein, c'est Bourges, c'est Vierzon, c'est Villefranche-sur-Cher, c'est Digoin, c'est Moulins, Montluçon. Et ici, on est dans ce retour, hein, ce retour dans ce cadre-là. Je termine simplement cette histoire, qui, vous voyez, est une histoire tragique, est une histoire qui a abouti à des victimes, à des morts, a abouti à des tourments, a abouti à un début de guerre qui a été effectivement pour les civils un début traumatique, hein, et qui ne sera qu'un épisode parmi les autres nombreux avant 1944-1945. Je termine par une dernière œuvre d'art de cet artiste qui s'appelle, vous voyez, Pierre-Charles Darbouilly, hein, qui a traduit tout simplement ce qu'on pourrait évoquer à travers une œuvre d'art, l'exode de 1940. Pour lui, l'exode de 1940, c'est ça, c'est-à-dire finalement une image de chaos, une image de débâcle, une image de civils qui ont eu à souffrir de la Seconde Guerre mondiale devenue violente et je dirais inhumaine.